Bonsoir les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Uropoix, anciennement 91 Essonne. Nous sommes toujours avec le citoyen Fadi Kassem. Merci citoyen. Merci à vous. Prof d'histoire. Ouais. Passionné de la période révolutionnaire. Très intéressé par Robespierre. Notamment, ouais. Et donc c'est tout un cycle de vidéos sur la Constitution de l'an 1 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 juin 1793. Et dans cette dernière partie, on va voir quel héritage, quelles leçons on peut en tirer, comment ça se fait que cette Constitution qui a été aussi loin du côté de la souveraineté du peuple et des communes n'a pas pu être appliquée. Voilà, on va en guise de conclusion, on va t'interviewer là-dessus. Alors, déjà, la première partie, pourquoi elle n'a pas été appliquée, cette Constitution ? En tout cas, en partie, parce que, bon, il y a quand même des aspects qui ont pu être mis en œuvre de temps en temps. L'assistance publique, il y avait un projet d'instruction qui, pour le coup, c'est vrai, n'a pas pu se mettre en place parce que c'était en fait l'instruction vraiment universelle pour tous, gratuite, etc. Mais d'abord parce qu'il y a la guerre. Bon, j'insiste sur le contexte de la guerre, on peut dire que c'est une excuse facile, mais enfin, quand il y a une guerre qui est à la fois civile et internationale et que ce qui est en jeu, c'est tout simplement sa survie, il y a un moment donné, on ne peut pas mettre en place toutes les politiques. Mais ça ne saurait suffire, la question de la guerre. Il faut aussi partir des oppositions politiques. On a parlé tout à l'heure des Girondins, quand ils perdent le pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous éliminés, loin de là. Il en reste dans la Convention nationale. Et rien n'empêche le centre, qui s'appelle à l'époque le Marais, de rebasculer du côté des Girondins. Et c'est ce qui va se passer après la chute de Robespierre en particulier, lorsque les montagnards vont se diviser. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine quand même opposition politique pour refuser d'aller beaucoup trop loin dans un certain nombre pour mettre en œuvre un certain nombre de mesures qui sont prévues par cette Constitution. Et d'ailleurs, après la mort de Robespierre, une nouvelle Constitution sera adoptée un an plus tard, en 1795. C'est une Constitution qui est beaucoup plus réactionnaire et qui justement, notamment, va supprimer tout un ensemble d'articles comprises à la fois dans la Constitution et dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, comme par exemple le fameux article 35 dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça sera la victoire des libéraux, des bourgeois libéraux ? Ouais, c'est ce qu'on a appelé la phase thermidorienne en fait de la Révolution. C'est-à-dire qu'après la mort de Robespierre, ce qui va se passer, c'est que, et de Saint-Just et Couthon, c'est proche, ce qui va se passer, c'est que la bourgeoisie félonne, qui avait très peur, etc., va pouvoir se lâcher, va commencer à retomber dans l'hédonisme jouissif, etc., et à poursuivre en particulier les Jacobins, le club des Jacobins, un club politique d'intellectuels, et puis les montagnards. Pour pouvoir remettre en place quoi ? Finalement, une logique révolutionnaire bourgeoise libérale. Donc pas vraiment révolutionnaire à ce moment-là, plutôt contre-révolutionnaire. Parce qu'il s'agit de taper sur les sans-culottes, les Jacobins, les montagnards, et de finalement assurer les principes de la propriété privée pour la jouissance égoïste. Mais le fait qu'à un moment, la garde nationale ait rendu ses fusils contre espèces sonnantes et trébuchantes. Là, ils ont désarmé finalement un contre-pouvoir. C'est toujours le même problème, encore une fois, celui de la corruption, celui du devoir que tu as à rendre vis-à-vis de la République. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est qu'au moment de l'arrestation de Robespierre et de ses acolytes, le 27 juillet 1794, une petite partie de la garde nationale, mais non négligeable, organisée autour de François Henriot notamment, et qui est également celui en charge de la surveillance et de la survie de la Commune de Paris, en fait, avait décidé d'appuyer Robespierre. Pourquoi ? Parce que pour eux, justement, le principe de la garde nationale, c'était encore une fois ce pouvoir populaire, ce pouvoir qui était là pour garantir la souveraineté du peuple, les sans-culottes, etc. Bon, il faut d'ailleurs savoir que Robespierre, Saint-Just et Couthon n'ont été reçus par aucune prison. Personne ne voulait les emprisonner. Donc il y avait une véritable protection encore qui existait au sein de la justice et d'une partie de la garde nationale. Mais bon, la corruption fait son œuvre, la Convention nationale va s'organiser, possède les cordons de la bourse et va faire tomber l'hôtel de ville de Paris dans la nuit du 27 au 28 juillet 1794. C'est là où Robespierre et ses copains s'étaient réfugiés. Mais il est clair que cet argent distribué, un soldat, ça reste un être humain et il peut tomber dans la corruption à partir du moment où il n'obéit plus à la logique justement du bien commun. Ça nous amène à
une question intéressante, la question de la milice, comme en Suisse, où le citoyen est armé, est prêt à défendre ce qui doit être défendu. Alors, par rapport à ça, disons que le cadre de la Révolution, c'est l'idée que la garde nationale est au service du peuple. Hein, c'est vraiment cette logique-là. La question qui peut être amenée à se poser, c'est à partir du moment où cette garde nationale ne fait plus son travail, est-ce que les citoyens peuvent être en mesure de se défendre? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Moyen-Âge, notamment à la fin du Moyen-Âge, lorsque le roi essayait de centraliser une armée pour pouvoir lutter contre, par exemple, les Anglais, etc., on retrouvait dans des communautés locales, etc., des paysans, des petites populations locales qui s'organisaient comme milices d'autodéfense, mais qui n'étaient pas contraires à celle du roi, parce que la logique était alors d'être fidèle au roi et de pouvoir défendre le combat que menait le roi à l'époque pour la survie de la France aussi face à l'Angleterre, par exemple, lors de la guerre de 100 ans. La question qui peut être amenée à se poser, si au niveau national, si jamais au niveau national, il y a une trahison des dirigeants, c'est simple, on en arrive à la Commune de Paris de 1871. Parce qu'une partie de la garde nationale va clairement défendre la Commune de Paris, et la Commune de Paris, ça va être le peuple en armes organisé en milice contre l'armée officielle, l'armée soi-disant légitime d'Adolphe Thiers, qui va être aidée par les Prussiens pour pouvoir écraser la Commune de Paris. Des collaborateurs. Évidemment. Allemande. Oui, bien sûr, oui, déjà à l'époque. Ça nous ramène, si on veut faire un petit bond dans le temps, à Bouvines. Les milices communales Tout à fait. À Bouvines, qui ont combattu avec le roi de France contre les ennemis de la nation de l'époque. Alors évidemment, dans le contexte de l'époque, c'est la nation en formation. Hein. C'est la nation en formation. Et tu as raison de le dire. Que vont crier ces bourgeois qui se battent au nom de la commune, etc. Au moment de la victoire de Bouvines, ils s'écrient « commune, commune », au moment où le roi passe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le moment, Bouvines, où on va retrouver à la fois le pouvoir national qui se forge autour de Philippe Auguste, à l'époque, le roi de France, et les communes qui prennent fait et cause pour le roi contre les adversaires qui sont le Saint-Empire romain germanique, les rois étrangers, les fiefs, mais les fiefs, j'insiste sur les seigneurs médiévaux qui veulent garder leur petite armée pour exploiter les serfs et les vilains sur place, et puis aussi l'Église qui avait une prétention à exercer un pouvoir théocratique très important à la place d'ailleurs du pouvoir laïque civil. Quand je dis laïque civil, c'est à la fois le roi et puis les communes. Donc finalement, il n'y aurait pas opposition entre milice communale et pouvoir national. À partir du moment où elles vont dans le même sens, celui de l'intérêt de la défense nationale et encore une fois, de la souveraineté populaire et du bien commun. Ça va de pair. Ça va de pair, sauf si le roi décide de trahir parce que il a estimé qu'à un moment donné, il avait perdu trop de pouvoir et que la population en avait récupéré. Voilà. Le roi ou son entourage. Ou son entourage, parce qu'on parle du roi, mais ça peut très bien être l'entourage. J'insiste dessus d'ailleurs parce qu'on dit souvent de Louis XVI que c'était un roi faible, etc., et qui était très attaché au pouvoir absolu, c'est tout à fait normal. Mais à tout prendre, Louis XVI était capable de faire des compromis éventuellement. En revanche, son entourage, autour de ses frères, le futur Louis XVIII, etc., et puis la reine, Marie-Antoinette, était avare, au moins qu'on puisse dire, en compromis, et c'est ce qui a coûté la tête de Louis XVI. Au niveau de la trahison à la tête, on dit que le poisson pourrit toujours par la tête. Oui. Louis XV, ça date de cette époque-là, faire la guerre pour le roi de Prusse. C'est-à-dire que même à la suite d'une victoire militaire, le roi trahit la nation et va donner des concessions territoriales aux ennemis de la nation. Ce qui normalement était interdit, parce qu'il faut savoir que le pouvoir absolu n'était pas parfaitement absolu, parce qu'il existait les lois fondamentales du royaume, et qui faisait que le roi était là pour défendre absolument l'intégrité du territoire, et en particulier qu'il ne pouvait pas vendre un morceau du territoire à un souverain étranger. Alors là, c'est la perte du Canada, du Québec, mais un petit peu plus tard, il y a eu Napoléon qui a vendu la Louisiane. Tout à fait. Donc là, on repasse sur la traîtrise, pas pour tous ceux qui sont actuellement, puisque voilà, c'est l'anniversaire, etc., qui sont sur Napoléon. Napoléon a trahi puisqu'il a vendu la Louisiane. Oui, effectivement. Alors après, on pourra toujours dire la Louisiane était aussi une colonie, tu vois, donc on peut toujours. Mais moi, je parlais surtout
du territoire qu'on peut qualifier de métropolitain aujourd'hui. Maintenant, au-delà, ce qui est vrai, c'est que Napoléon, c'est intéressant d'ailleurs, parce que c'est le passage de la République très conservatrice, le consulat, à l'Empire. C'est-à-dire la confiscation de la souveraineté, donc le fait qu'on ne puisse pas exercer un contrôle sur la tête du pouvoir, dans la confiscation de ce pouvoir souverain par un homme qui va d'ailleurs se proclamer empereur. Et comme souvent, il y a une phase de république réactionnaire dans le fond, que Napoléon a incarné. Je dis ça parce qu'en 1848, au moment de la Deuxième République, après l'écrasement des ateliers nationaux, c'est exactement ce qui va se passer. Ils se font donc tirer dessus, parce qu'ils voulaient garantir les ateliers nationaux qui leur offraient de l'emploi, etc. Sauf que c'était la bourgeoisie qui devait payer, elle n'a pas voulu. Elle fusille, elle mitraille les ateliers nationaux, et la conséquence derrière, c'est que ça ouvre la voie à Napoléon III. À Louis-Napoléon Bonaparte, qui sera élu président de la République au suffrage universel masculin direct, et qui, en fait, mènera une politique réactionnaire à l'encontre des intérêts populaires. Et qui nous amènera à la Commune de Paris. Ça sera un sujet, bien évidemment, d'une autre vidéo. Tout à fait. Voilà les amis, force et honneur, on ne lâche rien. Merci citoyen Fadi Kassem. Merci à vous et bon courage à tous les citoyens, les travailleurs gilets jaunes qui se battent tous les jours depuis 2 ans et demi, et même en réalité depuis bien plus, parce que dans le fond, l'esprit gilet jaune, ça fait des décennies, voire plus, que ça existe, il suffit de voir la Révolution française. Et on n'oublie pas l'Acadie aussi, puisque ça fait partie de ces grands deals géopolitiques où des souverains corrompus vendent finalement leurs sujets à des puissances étrangères, avec tous les drames et les massacres derrière. Mmh. Finalement, en guise de conclusion, l'histoire est un éternel recommencement. L'homme ne change pas, L'homme ne change pas, est-ce que c'est une formule définitive? Est-ce que l'homme peut changer? J'ai la faiblesse de croire que oui, mais ça nécessite 3 mots-clés qui résument un petit peu finalement cette période révolutionnaire, et en tout cas le projet qui est porté dans la Constitution de 1793, le travail, la vertu et l'égalité. Ce sont les 3 mots-clés. Le travail, la vertu et l'égalité. Merci, force et honneur, on ne lâche rien les amis, vous êtes la résistance. Aou. Aou.